Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. Dans cette semaine spéciale Guinée, le dossier du jour sera consacré à la relance du secteur industriel. Et au sommaire également de cette émission, investiture ce mardi 27 septembre du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Et le Botswana fêtera ce 30 septembre le 50e anniversaire de son accession à l'indépendance. L'occasion de revenir sur ce pays dont les performances en termes de bonne gouvernance ne sont plus approuvées. Ils sont avec nous de ce plateau pour en débattre. Notre invité tout d'abord est économiste. Il s'agit d'Aboubacar Fofana. Monsieur Fofana, bienvenue parmi nous. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous. Merci Amira, c'est un plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Et Gracien Roukindikiza. Gracien, ravi de vous accueillir. Merci Amira, bonsoir à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Investiture ce mardi 27 septembre du président gabonais Ali Bongo Ondimba. La Cour constitutionnelle a finalement tranché et a confirmé sa victoire lors de l'élection du 27 août. Reportage de nos envoyés spéciaux Paul de Singwe et Serge Kofi. La main sur la Constitution, Ali Bongo Ondimba a prêté serment devant les 9 membres de la Cour constitutionnelle en présence des chefs d'État. Une cérémonie solennelle qui consacre Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon pour les 7 prochaines années. À l'entame de ce second mandat, le président de la République tend de nouveau la main en appelant au dialogue et dit avoir entendu et compris le doute des Gabonais. Pour ma part, j'ai compris le sens du vote des Gabonais. Pour ma part, j'ai bien compris le doute de certains. Et j'ai bien perçu la déception d'autres encore. Mes chers compatriotes, notre pays traverse une période préoccupante de son histoire. Chacun de nous doit pouvoir prendre conscience des difficultés économiques et sociales que nous traversons et des défis politiques que nous avons à relever tous ensemble. C'est pourquoi, conformément à la tradition africaine en général, et bantoue en particulier, j'invite toutes les forces vives de la nation à s'asseoir ensemble afin de trouver des solutions qui satisfassent nos compatriotes. Et nous, la palabre se règle en famille, dans le corps de garde. Ali Bongo regarde maintenant le futur. Il s'engage pour une république plus juste et plus apaisée. Autre engagement, le développement et le bien-être de ses concitoyens, mais aussi des réformes constitutionnelles. J'engagerai le gouvernement que je nommerai dans les prochains jours afin qu'il propose aux Gabonaises et aux Gabonais qui ont manifesté leur impatience les mesures concrètes pour améliorer leur bien-être et vivre dans un environnement sain et propice à leur épanouissement. Il est plus que jamais devenu nécessaire, et vous en conviendrez avec moi, de mener une véritable réflexion devant aboutir à des réformes constitutionnelles ambitieuses et courageuses. Qu'il s'agisse des élections à 2 tours, de la limitation et la durée des mandats électifs. Comme je l'ai déjà dit, tout devra être mis sur la table sans tabou ni soupçon. Ali Bongo Ondimba a été élu avec 50,66% des voix contre 47,24% pour son adversaire Jean Ping. Après une crise post-électorale d'une vingtaine de jours, apaiser le climat politique va être pour le président de la République réélu l'un de ses premiers défis. Daouda, investiture donc du président Ali Bongo Ondimba, la Cour constitutionnelle a donc tranché et a confirmé sa victoire. Et malgré les inquiétudes, Libreville est calme. Est-ce que vous pensez que cette tranquillité va durer ? Bon, rien n'est moins sûr, mais je crois quand même qu'en tout cas, on ne va pas revivre les... Que la période de trouble est derrière nous, ça y est ? La période d'extrême trouble, je pense, est derrière nous. Il faut toujours être prudent, parce que, bon, la période d'extrême trouble, parce que, bon, un Parlement brûlé, plusieurs victimes, donc des morts, on va dire, et un certain nombre d'arrestations. Je pense que là, on était quand même au summum de la crise. Aujourd'hui, il y a eu cette saisine de la Cour constitutionnelle par Jean Ping. Le verdict est annoncé et je constate que le président Ali Bongo a fait vite de prêter serment. Et à mon avis, là aussi, c'est
voilà, c'est une bonne chose, allant dans le sens de calmer la situation. Parce que bon, que 4 jours après, plus on attend, plus on est dans une situation un petit peu d'incertitude. Donc là, il y a eu verdict de la Cour constitutionnelle, il y a eu prestation de serment. Certains ont émis des doutes, légitimement, que l'on peut comprendre, mais je pense qu'il faut tourner la page et utiliser des moyens de lutte plus légaux, plus apaisés, et cela est possible, on l'a vu dans d'autres pays, et je crois que vraiment la violence doit être derrière nous, mais là le président Ali Bongo doit également écouter son peuple et engager les réformes qu'il faut, et comme il l'a annoncé, je pense qu'on peut espérer un avenir plus calme. Gratien, investiture du président gabonais. Pour autant, Jean Ping est toujours convaincu qu'il a gagné cette élection du 27 août. Va-t-il en rester là? Bon, déjà, je ne sais pas où il peut aller. Il peut, disons, recourir à d'autres institutions. Mais au niveau du pays, c'est déjà limité parce que la Cour constitutionnelle a déjà tranché. Malheureusement, il y avait on pouvait s'attendre à quelqu'un qui disait déjà qu'il a été élu, qui est au pouvoir. On a du mal à comprendre qu'une cour nommée par le même président pourrait dire que le président finalement il n'a pas eu les voix pour être élu. Mais du côté de Jean Ping, je pense que la réalité, le réel politique est tel que c'est déjà consommé. Ali Bongo Ondimba est déjà au pouvoir. Il ne va pas quitter le pouvoir pour laisser un Jean Ping. Je pense qu'il peut essayer d'organiser les élections, de préparer les élections législatives et éventuellement de faire pression pour que le système électif soit remodifié, soit changé complètement pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Monsieur Fofana, au niveau de la communauté internationale, cette élection est diversement appréciée. On a la France qui a clairement fait savoir qu'elle émettait des doutes quant au travail fourni par la Cour constitutionnelle. D'autres pays, eux, prennent acte de cette victoire. Pour autant, ils n'ont pas félicité Ali Bongo Ondimba. Même l'Union africaine ne l'a pas félicité. Qu'est-ce que ça veut dire que le Gabon est en train de s'isoler sur la scène internationale? Vous savez, la réelle politique finira par prendre le dessus. Prendre acte d'une élection, c'est comme l'a si bien dit mon collègue, les voies de recours ont été épuisées. Je suis très heureux d'ailleurs qu'on ait mis à contribution les institutions de la République. Il fallait nécessairement passer par là, malgré les sirènes qui disaient autre chose, qu'il ne fallait pas que Jean Ping introduise un recours devant la Cour constitutionnelle. Il l'a fait, c'est une bonne chose. Ça permet d'éprouver les institutions. Quels qu'aient été les ressentiments des uns et des autres. Même personnellement, parce qu'on ne comprendrait pas qu'une élection se décide sur les résultats d'une région. Ça prouve une chose, ça prouve simplement que le vote est régionaliste. C'est une seule région, le Haut-Ogooué, qui a pu changer la donne. Jusqu'à là, ils étaient au coude à coude. Mais bon, il faut savoir tourner la page. Que les chancelleries occidentales et africaines prennent acte de l'élection, ils ne peuvent faire que ça. Elles ne peuvent faire que ça, d'ailleurs. Et il faut bien que la vie continue et que l'État gabonais continue sa route. Justement, Daouda, quelles devraient être selon vous les priorités du prochain gouvernement d'Ali Bongo? Les priorités, c'est déjà recoudre ce qui a été déchiré finalement à cause de ce conflit. Un gouvernement d'union nationale me paraît effectivement souhaitable. Puisque, quand on gagne avec 50%, ça veut dire aussi que la moitié de la population a fait un autre choix. Et ces personnes qui ont fait un autre choix font partie intégrante de la nation gabonaise. Il faudra les intégrer. Et je pense que la meilleure façon, c'est d'inviter l'opposition, y compris Jean Ping, à participer. Il y avait, on ne va pas revenir dessus, mais il y avait le plan stratégique Gabon émergent. Ces derniers temps, on a parlé de l'égalité des chances. Je pense que les résultats économiques dépendent. Le calme qui va régner au Gabon sera fonction des résultats qu'aura ce gouvernement. Grâce à un gouvernement d'union nationale, vous y croyez? Je ne suis pas déjà partisan d'un gouvernement d'union nationale parce que cela enlève, disons, la démocratie dans le pays. Parce qu'on a les opposants qui sont au pouvoir, on n'a personne pour critiquer l'action du gouvernement. Il faut que les opposants jouent leur rôle, soit ils entrent dans le gouvernement, y compris dans le parti qui est au pouvoir, soit ils restent dans l'opposition. Parce que finalement, s'il y a un gouvernement d'union nationale, dans ce cas, c'est-à-dire qu'on oublie le peuple. Le peuple n'a personne pour
le défendre. C'est surtout le peuple qui est défendu par l'opposition. Dangda ? Juste une petite précision, parce que quand je dis gouvernement d'union nationale, j'entends par là inviter l'ensemble des compétences gabonaises qui peuvent apporter quelque chose, technocrate, on va dire, oui, n'exclure personne en fonction de son camp. Très bien. Monsieur Fofana ? Un gouvernement de large ouverture, Voilà. qui ne comprendra pas forcément le leader, M. Champing, mais bon, qui peut faire recours à d'autres personnalités gabonaises. Et c'est ce 30 septembre que le Botswana va célébrer le 50e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le pays est connu pour la qualité, la particularité de ses diamants, mais aussi et surtout pour sa lutte contre la corruption, qui ont fait d'ailleurs le pays le moins corrompu du continent africain. Focus sur ce pays avec ce sujet d'Idlatimira Belbissou. Le Botswana célèbre ce 30 septembre 2016 le 50e anniversaire de son indépendance. Le pays a parcouru un long chemin depuis son accession à la souveraineté internationale en 1966. La commémoration de cette édition est riche en symboles. Après 5 décennies de croissance alimentée par les recettes du diamant, son réseau routier est passé de 7 à 7000 km. Le Botswana est devenu avec le temps l'un des pays les plus prospères et stables du continent. La qualité de ses diamants et la lutte contre la corruption y ont largement contribué. La raison pour laquelle nous avons été en mesure d'être en poste pendant 50 ans est la réponse du peuple à nos politiques et programmes qui ont toujours mis l'accent sur la tolérance zéro pour la corruption. Être par exemple le pays le moins corrompu sur le continent en fait partie. Tous les naturels que nous acquérons, tous les revenus que nous recevons vont tous dans le développement des ressources humaines. Le Botswana affiche une croissance moyenne de 8,2% par an selon la Banque mondiale. Les diamants, première source de revenus du pays, ont contribué à la construction des infrastructures, notamment les hôpitaux et les écoles. Bien que le Botswana soit souvent cité comme l'une des nations les plus stables et démocratiques de l'Afrique, sa croissance économique a chuté à cause de la baisse de la demande de diamants et le chômage touche environ 20% de la population. Nous avions déjà une économie diversifiée. Si vous regardez ce qui a été moteur de la croissance au cours de ces dernières décennies, ce ne sont pas seulement les mines principalement. Le secteur des services avec le tourisme est le deuxième produit d'exportation après les diamants et toutes les finances des autres services. Le président actuel Yankama termine son deuxième mandat de 5 ans en 2018. Lors de son investiture en octobre 2014, il a promis de diversifier l'économie botswanaise. Pour l'heure, le secteur minier demeure la principale source de richesse du Botswana et représente environ 35% du produit intérieur brut. On parle souvent de la malédiction des pays rentiers, on peut le constater, les pays du continent au sous-sol riche sont souvent les plus corrompus et les moins bons en termes de performance économique. Et puis on a le Botswana, premier producteur africain de diamants et pays le moins corrompu du continent. Gratien, ça veut dire que tout est possible. Tout est possible. Surtout que dans un pays, la volonté des dirigeants, le Botswana aujourd'hui connaît un problème, connaît une crise. Il y a la sécheresse, il y a la croissance qui baisse, mais en même temps, au niveau de la population, on investit beaucoup au niveau du secteur social. Donc, il y a un certain retour, disons, surinvestissement pour la population. Ce qui fait qu'ils ont créé, par exemple, un fonds souverain. Dans d'autres pays, les gens qui ont le pétrole, il y a beaucoup de pays qui ne créent pas un fonds souverain. Mais au Botswana, rien que pour les diamants, ils ont créé un fonds souverain. Aujourd'hui, qui amortit le choc de cette baisse de la croissance. Et voilà un pays, quand on lutte contre la corruption, surtout en commençant par à la tête, on peut arriver à avoir une harmonie. Le Botswana est stable politiquement, il y a la bonne gouvernance et disons, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre interne parce que justement, il n'y a pas cette corruption. C'est la corruption qui engendre tout cela. Monsieur Fofana, le Botswana mérite-t-il selon vous son surnom de miracle africain d'exception du continent ? On pourrait même penser que c'est l'exception qui confirme la règle, mais bon, je pense que, en tout cas, le Botswana fait démentir l'adage qui veut que les pays naturellement nantis soient source d'instabilité et de malgouvernance. Il nous en donne l'exemple contraire. Et ce qui est encourageant, il a parlé tout à l'heure de création d'un fonds souverain. Il y a aussi le fait que le Botswana a exigé et obtenu un transfert de technologie dans la suite de la production de diamants. Il a exigé des majors américains anglo-saxons de
d'installer sur place au Botswana des usines de transformation locales et avec la formation qui s'ensuit. Ça, c'est une très bonne chose. Daouda, contrairement aux autres pays du continent, le Botswana a su investir intelligemment les recettes de son sous-sol minier et même passer de pays pauvres, juste après son indépendance, à un des pays les plus prospères du continent. Qu'est-ce qui a permis au Botswana de multiplier les performances économiques quand certains pays voisins même sont au plus bas ? Oui, bon, en même temps, quand on est, tout est relatif, j'ai envie de dire, quand on est premier producteur mondial de diamants et qu'on a une population juste d'un peu plus de 2 millions d'habitants, vraiment, bon, on doit pouvoir faire quelque chose quand même. Mais effectivement, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Je pense que c'est une gestion qui a été vertueuse de la part des différents gouvernements qui se sont succédés. Et je pense que cela tient à ça, cela tient à la richesse du pays, à une population qui est quand même qui n'est pas très énorme. Et puis des avantages, n'oublions pas le tourisme au Botswana. Quand on parle de diversification, je pense que ce pays a su également développer ce segment de l'économie. S'il n'y a pas de recette miracle, il ne faut pas bâillonner son peuple, il faut bien gérer les recettes publiques et après, quand on y arrive, ça marche, c'est tout. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite. De ce pays. Que ce soit ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui, je pense que chacun de nous a été éclairé. Parce qu'en Guinée, il y a toujours beaucoup de jeux. Il est important donc que les leaders se rencontrent pour éviter la manipulation d'un côté ou de l'autre. On attendait un chiffre d'affaires de l'ordre de 7 à 8 millions de dollars avec une capacité, un impact réel sur le PIB de l'ordre de 5 milliards de dollars. Ça allait multiplier par 5 ou par 10 le PIB de la Guinée. Si vous voulez aujourd'hui que le développement de la Guinée soit accéléré, il faut aider les femmes. Parce que les femmes représentent les 53% de la population. Dialogue politique, dynamisation de l'économie, les priorités de la Guinée, tous les soirs à 17h30 GMT. Africa 24. All day, every day, join us. www.africa24tv.com. Africa 24. All day, every day, join us. www.africa24tv.com. L'Afrique est le dernier continent à illuminer sur la planète. L'énergie, berceau de la croissance économique, est le plus grand défi opérationnel du continent. PME innovantes, partenariats publics-privés, investissements à l'échelle locale, régionale et continentale. Découvrez tous les paris énergétiques de l'Afrique dans ce numéro spécial. L'Afrique de tous les atouts. Un parc hydraulique de 300 000 MW, gaz naturel, un gisement de 200 milliards de mètres cubes, inédit, le grand inventaire des ressources du continent,
éoliennes, solaires, charbon, géothermie, nucléaire, Diplomatia, l'interconnexion sous tension, Zoom, les startups et l'énergie solaire, Focus Nigeria, les secrets pour tripler la production, Tony Elumelu et Aliko Dangote 2 qui boostent l'énergie. Découvrez dans Africa 24 CEO des patrons générateurs de puissance, Brian Molefe Escom, Kola Karim Shoreline Energy, Ekan Solectra, Vincent Legueno, Eranov, Tierno Bokartal, Saber. Africa 24 magazine en français et en anglais est en vente chez votre marchand de journaux. De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet. Avec nous, notre invité, M. Fofana, économiste, et nos éditorialistes Daoud Attal et Gratien Roukendikiza. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Il y a des années, la Guinée disposait encore de plusieurs dizaines d'unités industrielles destinées à la transformation des produits locaux. Mais sous le régime militaire, le plan d'ajustement structurel imposait les privatisations. Un processus qui a malheureusement conduit à la faillite de la majorité de ces industries. L'heure est aujourd'hui à la relance de ce secteur industriel. C'est un reportage d'Emmanuel Milimono. La Guinée est un pays à fort potentiel économique. Dotée de plusieurs ressources naturelles, elle est considérée comme un scandale géologique. La plupart des ressources du sol et du sous-sol connues à ce jour se retrouvent en Guinée, en plus d'un climat et d'une végétation propice à l'agriculture et aux autres activités socio-économiques. Près de 80% de la population active pratique l'agriculture. Le secteur minier représente environ 20% des recettes fiscales du pays. Cet important potentiel se limite cependant à la production, car la transformation est l'un des défis les plus importants à relever. Vers la fin du régime du feu président Ahmed Sékou Touré, la Guinée disposait de plus d'une trentaine d'unités de transformation opérationnelles. Ces usines relevaient du secteur public et employaient plusieurs milliers de personnes dans le pays. Elles favorisaient surtout la transformation de certains produits de base tels que le coton, le bois, les fruits, l'arachide, entre autres. Ce qui contribuait largement à maintenir les coûts des matières de consommation relativement faibles et supportables pour les ménages. Il y a eu les changements de régime en 1984, les choix politiques ont changé, les orientations économiques du pays ont changé. Il y a un processus de privatisation qui avait été mis en place pour retrocéder l'ensemble de ces unités industrielles publiques, puisque c'était des sociétés d'État, à des promoteurs privés, qui malheureusement pour certains ont pu relancer certaines activités, pour d'autres non. Donc la plupart de ces unités industrielles existantes ont fini par arrêter leur activité. Aujourd'hui, le nombre de ces unités industrielles encore fonctionnelles s'est considérablement réduit. Hormis les investissements privés réalisés dans le secteur, toutes les usines de la Première République ont été mises aux arrêts. Depuis 2010, le gouvernement tente de relancer ces tissus industriels. Dans l'agriculture ou dans les mines, des perspectives prometteuses sont en vue. Elles devraient favoriser un réel essor de l'économie nationale et lutter efficacement contre la pauvreté et le manque d'emploi. Si on avait des petites unités sur place, et c'est là il faut penser maintenant aux juniors qui doivent venir regarder dans ce dispositif-là, on aurait créé de l'emploi. Sinon à ce stade, l'emploi c'est les autres, la valeur ajoutée c'est les autres. Parmi les unités industrielles relancées ces dernières années figurent en bonne place l'usine de jus de fruits de Cancan et l'huilerie de Daboula. Ces deux sites ont repris la production et tentent peu à peu d'atteindre leur vitesse de croisière. Il faut que nous subventionnons ces paysans-là. Il faut que nous les aidons à entretenir très bien leur plantation, parce que ce n'est pas seulement venir les acheter la matière première, mais aussi il faut les suivre pendant tout le processus. Et cela permet à l'usine d'avoir une très grande production et de très bonne qualité, parce qu'on ne peut pas parler de production sans parler de la qualité. La relance de ces usines est comme un ouf de soulagement pour le tissu agricole et industriel du pays. Les paysans peuvent désormais produire et les consommateurs peuvent eux aussi avoir accès à des productions de qualité au niveau local.
Toutes ces relances se font aux normes internationales et peuvent donc être compétitives sur le marché mondial. Au niveau de la consommation avec la population sur place, ça va très vite parce que là, dès que la production elle est faite, la demande reste toujours en escalade parce que les gens ils consomment beaucoup. Aujourd'hui à Kankan, je prends un exemple de Kankan. Kankan, il n'y a pas juste qui est consommé plus que Sodia. La Guinée produit plusieurs matières premières pouvant faire objet de transformations industrielles. Cependant, entre la production et la transformation, il existe toute une chaîne dans laquelle les acteurs sont interdépendants les uns des autres. Pour mieux comprendre les réalités sur cette chaîne de valeur, nous avons effectué un tour dans les endroits parmi les plus reculés du pays. Sur place, il ressort que la quantité de la production n'est pas encore suffisante pour mieux faire fonctionner ces usines. Conséquence, certaines d'entre elles ne travaillent que quelques jours par mois. Là où nous avons un petit déficit, peut-être par rapport à la dynamique qu'il y a eu, c'est dans le secteur de l'agro-industrie. Et là, il faut que, de façon tout à fait cohérente, que le développement du secteur agricole puisse accompagner le développement du secteur industriel ou vice-versa. Parce que de toute façon, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Pourtant, les paysans n'ont pas arrêté ou ralenti la production. Entre les responsables des industries et les producteurs locaux, le conflit réside surtout dans les prix des matières premières. Les paysans ne sont souvent pas satisfaits des tarifs que proposent les industriels. Et pour gagner un meilleur revenu sur leur production, certains paysans préfèrent revendre leur production directement sur le marché. Depuis que j'ai commencé mes cultures, il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné 1000 francs. C'est dans mon propre frais, c'est dans mon propre sueur que je cherche ici pour que je puisse au moins avoir ma vie. Mais depuis que j'ai commencé mes activités, je n'ai pas d'appui. Je m'appuie moi-même dans mes activités. Le problème, c'est de mettre en adéquation toute l'organisation de la filière de production de l'arachide, qui est la matière première pour cette unité industrielle, et l'unité industrielle elle-même. Les choses iront de toute façon de façon croissante. On ne pourra pas, à mon avis, faire des productions énormes la première année. C'est au fur et à mesure que les productions se feront, que la transformation se fera, donc on créera de la plus-value pour les paysans qui sont les principaux producteurs de ces produits de base, que nous allons augmenter la production. Il faut que les gens s'enrichissent de leur activité. Quelle stratégie peut-on mettre en place en Guinée en vue de matérialiser le slogan « Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons » lancé par le président Alpha Condé? La relance des unités de transformation valorise une meilleure conservation des produits locaux et offre aux consommateurs une gamme de produits transformés à moindre coût. Seulement, la réforme du secteur agricole et la disponibilité à bon coût de l'énergie restent des défis urgents et incontournables. Daouda, ce n'est pas un problème guinéen, mais plutôt africain, cette carence en termes d'industrie de transformation. L'Afrique vend ses matières premières et les rachète transformées, un paradoxe qui freine considérablement nos économies. Tout à fait, Amira, parce que vous laissez échapper beaucoup d'emplois si vous ne transformez pas, puisque la chaîne de valeur, elle n'est pas complètement assurée par les citoyens du pays. Et puis quand on exporte la matière brute, comme on est sur la Guinée, pour y rester, c'est quand même une terre très fertile. Bon, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on peut même dire que la Guinée nourrit le Sénégal en termes de fruits, en termes de beaucoup d'aliments. Donc à partir de ce moment-là, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas transformer tous ces fruits qui viennent de la Guinée et donner de la valeur ajoutée pour créer des emplois. Mais je pense qu'il y a un problème aussi fondamental, c'est que la Guinée n'a pas le marché de la CEDEAO. Véritablement. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a des efforts à faire. Vous savez, maintenant, on parle de tarifs extérieurs communs et de toute façon, les barrières douanières ont été levées. La Guinée est entourée de pays qui sont, que ce soit Sénégal, Mali, etc., qui sont dans un espace où les barrières sont levées, la CEDEAO, et je pense qu'il y a peut-être une transformation à faire à ce niveau-là, et puis d'autant plus que le pays a quand même une faiblesse qui peut se transformer en atout, c'est-à-dire que sa monnaie est très faible. Étant donné que sa monnaie est très faible, elle peut du coup jouer là-dessus pour exporter davantage, vu que les pays qui importent auront du coup un pouvoir d'achat plus important, par exemple ceux du CFA. Donc transformer, créer des emplois, renforcer la croissance et exporter, ça me paraît fondamental. Monsieur Fofana, à quel point impulser une véritable industrie de transformation pourrait-elle favoriser le développement économique et social de la Guinée? Alors, pour
promouvoir le secteur industriel, nous faisons l'état actuel des choses. Il y a les industries extractives, les mines essentiellement, la bauxite, le fer. Et puis vous avez le secteur agricole. Et ce qu'il faudrait pour un développement beaucoup plus harmonieux, il faudrait ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, je vois qu'il y a pas mal de projets qui sont en cours dans le domaine industriel, dans les mines, la bauxite, l'uranium, la bauxite, l'alumine, et le fer, l'or, le diamant. Et si on prend d'ailleurs les chiffres, le secteur industriel contribue pour 24% à peu près au budget de l'État, au PIB. Donc, il faut corriger cet aspect des choses, mettre l'accent sur la production, la transformation au niveau local des produits agricoles. Et pour ce faire, d'ailleurs, dans le reportage, on voit l'exemple de la Première République où il y avait un certain nombre d'unités industrielles. Sur les recommandations du Fonds monétaire international dans les années 80, après le changement de régime, on a procédé à une privatisation désordonnée de tout le patrimoine industriel. Et aujourd'hui, il y a très peu d'unités de cette époque qui fonctionnent encore. Donc, il faut nécessairement relancer. Mais il y a des prérequis. Ce que j'appelle prérequis, c'est d'abord combattre le fléau majeur qu'est la corruption, favoriser l'installation, c'est-à-dire que l'État n'a pas normalement à s'immiscer dans le domaine agricole, dans le domaine de production. Il peut à la limite encourager les paysans en leur mettant à disposition des intrants agricoles pour qu'ils augmentent les méthodes culturelles, progressent, qu'on passe des méthodes anciennes aux méthodes modernes, mais l'État doit être à même de mettre en place des structures et des encouragements pour que la production augmente. Très vite, Monsieur Fofana. C'est bon, vous avez fini sur les prérequis? Les prérequis, il y avait la corruption, il y a la formation des hommes, du paysan au cadre supérieur. Il y a les infrastructures de base, parce que le paradoxe, c'est que dans cette région, elles sont excédentaires en produits agricoles qui pourrissent sur place parce qu'il n'y a pas de voie de communication. Et puis vous avez la maîtrise de la production d'énergie, qui est essentielle pour le développement du secteur agroalimentaire, par exemple. Alors justement, Monsieur Fofana nous parlait des prérequis. Gratien, c'est un énorme défi, cette relance du secteur industriel pour la Guinée. C'est un chantier colossal. Par où commencer? D'abord, comme il a dit, il faut commencer par former les hommes. Des fois, moi, je me demande si vraiment l'Afrique, depuis combien d'années qu'on forme des cadres? Il y a des ingénieurs qui sont formés. Ailleurs, ce sont les ingénieurs qui construisent des usines. On voit des pays comme l'Inde, Corée du Nord, Corée du Sud, pardon, et le Vietnam, d'autres produisent, ils ont des industries. Ça n'a pas été comme ça. Mais l'Afrique, tout un continent, j'ai l'impression que finalement, le grand problème de l'Afrique, c'est la collaboration. Il y a des ingénieurs formés dans tel pays, mais qui ne travaillent pas. Le domaine même dans lequel ils ont été formés alors qu'on en a besoin dans un autre pays, il y a aussi, il faut que l'État commence à mettre les moyens. Pas seulement, moi, je dirais des encouragements. Il faut à un certain moment que l'État produise. On va bien, même dans les pays occidentaux. La France, il y a beaucoup de domaines où c'est le secteur, c'est l'État qui produit, finalement, qui a fait entrer les privés. Il faut qu'en Afrique aussi, parce qu'il manque des capitaux. Chez les gens, on a des fonctionnaires, après qui deviennent des industriels ou des privés. Ils ne sont pas capables, disons, d'avoir les crédits auprès des banques. Il faut que l'État mette la main dans la poche pour qu'on commence à construire des usines, et lesquelles usines, on va associer les privés progressivement et céder les parts. Daouda Gratien parlait de moyens, qu'il fallait mettre les moyens. Mais justement, la Guinée a-t-elle les moyens de relancer ce secteur industriel mis aux arrêts depuis longtemps? Oui, je crois que la Guinée a les moyens. Notre invité a rappelé effectivement le potentiel minier, c'est même plus un potentiel, c'est du réel. Et puis, je pense que quand la Guinée peut vraiment jouer sur le développement minier pour pouvoir diversifier et investir dans la transformation. Et puis il y a un secteur, bon j'en ai parlé tout à l'heure pour le cas du Botswana, il y a un secteur qui fait partie de l'industrie, puisque c'est notre thème, mais l'industrie touristique.
Je pense que la Guinée a un potentiel touristique. Surtout au niveau de l'écotourisme, dont on parle souvent. Exactement. Et les touristes, vous savez, quand ils viennent, ils consomment en services, ils consomment en produits locaux, etc. Et là aussi, c'est une équation. Au-delà du fait que le marché de l'UMOA et tout ça, vis-à-vis du franc CFA, la Guinée n'est pas vraiment enclin vraiment dedans. Je pense que le tourisme devrait être développé dans ce pays. Maintenant que les pays qui sont autour commencent à perdre du potentiel. Il n'y a pas de problème de terrorisme là. Il y a une nature fabuleuse. Voilà, il y a tout pour ça. Le tourisme Monsieur Fofana, des infrastructures. Bien sûr. On en revient toujours à ça. Bien Il faut des infrastructures de base qui permettent ensuite de développer le tourisme. Pour ce qui est du secteur minier, par exemple, comprenez-vous que depuis 50 ans, la Guinée extrait de la bauxite qu'elle exporte en l'état. C'est de la terre qu'elle exporte. On n'est pas passé à une phase supérieure qui est la production d'alumine et puis après la production d'aluminium. Le rapport est de 1 à 6, c'est-à-dire que la tonne de bauxite coûte par exemple $50 et l'aluminium produit fini coûte dans les $300. Qui c'est qui gagne? C'est celui qui transforme. Tant qu'on n'aura pas appris à ajouter de la valeur à nos produits locaux en faisant une première transformation, et en cela l'État peut faire quelque chose, c'est obliger les investisseurs dans ce secteur à procéder à une première transformation au niveau local de la production, avant toute exportation. C'est dans cela qu'on peut faire travailler de la main-d'œuvre, les jeunes désœuvrés, et ça rapporte en même temps de l'argent aux caisses de l'État. Vous êtes d'accord, Daouda, il faudrait contraindre toutes ces entreprises étrangères? Oui, contraindre, oui, quelque part, de par des lois. Bon, pas de la même manière que le capitaine Dadis Camara le faisait. Mais bon, on en rit aujourd'hui. Mais oui, aujourd'hui c'est un pays stable. Le président Alpha Condé est au pouvoir. Il y a un dialogue politique qui se met en route. C'est vraiment l'occasion de mettre en place des lois qui permettent à l'État de gagner davantage. On voit ce qui se passe par exemple aux États-Unis, quand des entreprises européennes gagnent des marchés, parfois, vous savez, les rames de train et tout ça, ils leur disent, bon, bah, vous fabriquez ça chez nous, dans notre pays. Voilà, c'est des choses qui sont possibles. Et je pense que la Guinée, voilà, moi, pour la Guinée a un potentiel vraiment impressionnant. Maintenant, je n'ai toujours pas compris pourquoi ça n'a pas été exploité. Justement, Monsieur Fofana, selon vous, qu'est-ce qui a fait que la Guinée aujourd'hui est un pays, on ne va pas rappeler toutes les potentialités du pays, mais quand on regarde la réalité sur le terrain, quand on voit le niveau de vie des Guinéens qui est relativement faible comparé aux autres pays du continent, on se pose des questions. C'est en cela d'ailleurs que je parlais tout à l'heure de malédiction des mines. Il y a un autre pays en Afrique, c'est comme la RDC. Quand vous prenez le potentiel que ce pays recèle et par rapport au niveau de vie de la population, c'est effarant. C'est le même cas en Guinée. En plus, en Guinée, vous avez une terre qui est très fertile. À la limite, vous jetez des graines, elles poussent toutes seules. Il y a 6000 mégawatts de capacité de production d'électricité. C'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Tous les fleuves de la sous-région prennent leur source dans le Fouta Djallon et arrosent les pays par la suite. Donc, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la transformation de ce potentiel en réalité. Et en maîtrisant la production énergétique, c'est ce que je disais tantôt, nous pourrions, par la même occasion, diversifier l'agriculture. C'est-à-dire qu'on passe d'une production annuelle de riz une fois l'an, on pourrait produire 2-3 fois parce qu'on pourrait irriguer par la même occasion en maîtrisant l'eau. Toute cette eau va dans les océans, ça va à la mer parce qu'elle n'est pas maîtrisée. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite. Pour fonctionner normalement, Cameco reçoit chaque mois 1,5 milliard du ministère des Finances, donc du Trésor public, pour ajuster sa comptabilité mensuelle.
La CAN féminine, Cameroun 2016, c'est le passage pour une grande CAN majeure qui s'annonce en 2019. Donc il faut à tout prix passer cette CAN. On a la chance d'avoir beaucoup de jeunes qui sont talentueux, on a des aînés qui nous encadrent, on a un cinéma qui renaît, les choses ne sont pas finies, les choses ne sont pas si moches comme on veut le faire croire. Cameroun, les bases de la transformation économique, tous les soirs, du 3 au 7 octobre à 17h30 GMT. Africa 24. All day, every day, join us. www.africa24tv.com. Découvrez le nouveau site internet d'Africa 24. Un accès à tous les programmes grâce au live streaming et aux émissions en replay. De nouvelles fonctionnalités, une grille des programmes, un fil d'information continue, un espace commentaire. Du contenu exclusif avec la publication des sujets JT, d'articles, de dossiers thématiques. Africa 24. All day, every day, join us. www.africa24tv.com. L'Afrique est le dernier continent à illuminer sur la planète. L'énergie, berceau de la croissance économique, est le plus grand défi opérationnel du continent. PME innovantes, partenariats publics-privés, investissements à l'échelle locale, régionale et continentale. Découvrez tous les paris énergétiques de l'Afrique dans ce numéro spécial. L'Afrique de tous les atouts. Un parc hydraulique de 300 000 MW, gaz naturel, un gisement de 200 milliards de mètres cubes, inédit le grand inventaire des ressources du continent, éoliennes, solaire, charbon, géothermie, nucléaire, diplomatia, l'interconnexion sous tension, Zoom, les startups et l'énergie solaire, Focus Nigeria, les secrets pour tripler la production, Tony Elumelu et Aliko Dangote 2 qui boostent l'énergie. Découvrez dans Africa 24 CEO des patrons générateurs de puissance, Brian Molefe Eskom, Kola Kerim Shoreline Energy, Ekan Solectra, Vincent Legueno, Eranov, Tierno Bokartal, Saber. Africa 24 magazine en français et en anglais est en vente chez votre marchand de journaux. Sur la gastronomie. De retour dans l'Africa Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec nous, notre invité économiste Monsieur Fofana et nos éditorialistes Daouda Tal et Gratien Roukindikiza. Passer d'un budget de transition à un budget de développement, c'est le souhait des autorités centrafricaines. Avec le vote du collectif budgétaire intervenu ce lundi 26 septembre, la nouvelle enveloppe sera en légalité constitutionnelle. Et cela à quelques semaines de la conférence des donateurs pour la Centrafrique. Ce sera à Bruxelles. C'est un sujet de Maria Madramé. Le gouvernement centrafricain a revu son budget à la hausse. Le collectif budgétaire a été adopté ce lundi 26 septembre par l'Assemblée nationale. Il devrait permettre à l'État centrafricain de fonctionner normalement et s'affranchir des contraintes liées au budget de crise. C'est un pays qui sort d'une guerre qui est assez difficile. Par conséquent, la relance de l'économie passera effectivement par un budget conséquent parce que tout est à refaire. La santé, l'éducation surtout, mais aussi la sécurité. Et par conséquent, il faut effectivement que le nouveau président qui peut effectivement bénéficier de la confiance de partenaires étrangers puisse avoir l'ambition d'avoir un budget un peu plus élevé. Le budget en cours ne prend pas en compte toutes les priorités, d'où la nécessité pour la Centrafrique de revoir le budget à la hausse pour l'année 2017. La relance économique, la restauration de la sécurité et de la paix, le lancement du processus DDR, tout ça méritait que des crédits nouveaux soient alloués pour enclencher tous ces processus. La Centrafrique est en train de renouer avec les pratiques normales d'une démocratie et mérite toute l'attention de la communauté internationale. Elle mérite d'être renforcée dans son processus de recherche de la paix, de la réconciliation nationale et de la relance des activités économiques.
Prévue en octobre 2016, la session budgétaire parlementaire devra préciser les parts allouées aux différents postes de dépenses. La dette globale de la République centrafricaine s'élève à plus de 500 milliards de francs CFA. Grâce à un budget de développement donc pour alimenter tous ces besoins en Centrafrique. Les besoins sont d'ailleurs nombreux, santé, éducation, sécurité, emploi. Pour autant, selon vous, quelle est la priorité aujourd'hui en Centrafrique? La priorité, va de soi, c'est la sécurité. Il faut d'abord sécuriser parce qu'on ne peut pas faire ni la santé ni l'éducation dans l'insécurité. Il faut qu'ils essaient, disons, pour moi, la Centrafrique doit former son armée, sa police, une armée qui comprend toutes les composantes du pays. Les musulmans, les gens, les catholiques, les chrétiens, les gens de Séléka, d'autres, et aussi enclencher une certaine réconciliation nationale. Et de cette façon, c'est à partir de ça qu'ils vont faire d'autres projets de santé, de développement. Sinon, ça sera que sur le papier et le développement va se limiter à Bangui. Daouda, justement, la sécurité, ça passe par le programme DDR, démobilisation, désarmement, réinsertion. Aucun développement ne pourra avoir lieu tant qu'il y a des milices armées en Centrafrique. Or, on le sait, il y en a encore. Où en est ce programme DDR? On a l'impression qu'il est très très timide. Oui, très timide, parce que, bon, en même temps, c'est normal, le président Touadéra, bon, c'est normal, j'ai envie de dire, on pourrait aller plus vite, mais le président a été installé depuis pas très longtemps, et puis c'est des programmes, DDR, ces programmes-là demandent quand même beaucoup d'argent, puisque, en gros, grosso modo, on vous demande de rendre vos armes, ensuite on vous récompense soit en argent, soit en nourriture, je ne sais quoi, ça dépend. Puis on vous trouve un emploi, normalement. Et voilà, exactement. Et donc, ça demande quand même beaucoup d'argent. Et puis, l'efficacité de ces programmes DDR, c'est pas toujours garanti. On l'a vu en RDC, bon, on l'a vu ailleurs. Vous rendez votre Kalachnikov, vous récupérez votre récompense, vous traversez la frontière, vous en reprenez une et vous revenez, vous redemandez une récompense. Enfin, je caricature, mais il faut quand même que cela soit fait de manière... Il faut la volonté politique, il faut montrer aux populations que l'État est là pour elle-même. Je pense que ça, c'est important. Gratien parle de la sécurité, c'est important, mais je pense également que mettre en place des projets de développement pour que les populations y voient leur compte, ça va de soi. Il faut faire parallèlement les choses. Monsieur Fofana, il y aura bientôt la conférence des donateurs pour la Centrafrique. Ce sera à Bruxelles. Il y en avait déjà une en 2015. Pensez-vous qu'elle sera à la hauteur des attentes? Et pensez-vous que depuis le début de la crise en Centrafrique, le pays a été accompagné suffisamment par la communauté internationale? Je n'ai pas le sentiment, mais bon, comme le faisait remarquer mon collègue, je pense que c'est un peu tôt. Il est là pas moins d'un an. Ce gouvernement est en place. Il faudrait que la communauté internationale accompagne ce pays, sinon il va retomber dans ses travers. Parce que sans cet accompagnement, les programmes minimaux, les minimaux de base ne peuvent pas être installés. Je parle par exemple de l'éducation, de la santé, de pousser les paysans à retourner à la terre, mais tout cela présuppose la sécurité. Parce que sans la sécurité, nous ne pourrions rien faire de concret. Donc il faudrait que les bailleurs de fonds suivent le mouvement. Mais vous savez, entre les promesses de dons et les dons finalement réalisés, il y a toujours... oui, on l'a vu avec Ebola d'ailleurs. Et la BAD, la Banque africaine de développement, va injecter 30 milliards de francs CFA dans le projet Dorsal, la fibre optique de l'Afrique centrale, né de la volonté des chefs d'État de l'Afrique centrale lors du sommet de la CEMAC de N'Djamena en mai 2007. Ce projet vise à la mise en œuvre d'un réseau de télécommunications haut débit en cohérence avec la stratégie d'intégration régionale. C'est un sujet de Birama Saounera. La réalisation du projet Dorsal à fibre optique de l'Afrique centrale est en marche. Ainsi, dans le cadre du programme quadriennal 2016-2019, le projet bénéficiera d'un financement global de 30 milliards de francs CFA de la part de la BAD, Banque africaine de développement. Il s'agit pour l'institution financière panafricaine de contribuer à la réalisation de cette infrastructure régionale. Ce financement de la BAD vient accélérer un processus qui a commencé, mais qui reste parcellaire. C'est le Tchad, c'est le Cameroun qui sont reliés à travers la Nigerian and Cameroon Submarine Cable System. Or, vous savez très bien que l'Afrique centrale, c'est au moins 6 pays. Donc le Gabon n'est pas encore au rendez-vous, le Congo n'est pas au rendez-vous, la RCA n'est pas au rendez-vous. Bon, la RCA pourra peut-être passer par le Cameroun, mais à date, il n'y a que la Guinée équatoriale, le Cameroun
le Tchad, dont la moitié des États de la sous-région qui sont concernés par cette interconnexion au niveau du projet d'infrastructure des télécoms. Depuis février 2012, le projet dorsal à fibre optique d'Afrique centrale au projet Backbone accompagne la transition numérique entamée par les opérateurs au sein de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. L'équipement de ces 6 pays en fibre optique demeure une priorité. À ce jour, le Backbone a permis l'interconnexion effective du réseau à fibre optique du Cameroun avec celui du Tchad ainsi qu'avec la Guinée équatoriale. De plus en plus, nous sommes à l'ère du numérique. Donc cela implique la dématérialisation des procédures douanières, des procédures administratives, des procédures commerciales. On ne pouvait donc pas se faire l'économie de rentrer donc derrière cette opération de dématérialisation. Mais malheureusement, ou alors heureusement, pour le faire, il vous faut une infrastructure, dont l'infrastructure a donc été mise en place. Et pour le cas du Cameroun, notre côte est longée par beaucoup de câbles sous-marins. Et on peut prendre le cas de la NCLCS, notamment, qui s'appelle la Nigeria and Cameroon Submarine Cable System. La réalisation de ces projets numériques permettra d'accroître la connectivité des populations à Internet. Selon certains experts, le haut débit pourrait être moteur de croissance et de création d'emplois. Un rappel, le projet dorsal à fibre optique d'Afrique centrale au projet Backbone est né de la volonté des chefs d'État de l'Afrique centrale lors du sommet de la CEMAC de N'Djamena au Tchad en mai 2007. Grâce à un financement de 30 milliards de francs CFA de la part de la BAD, la Banque africaine du développement, c'est bien. Pour autant, les pays concernés devront eux aussi mettre la main à la poche pour rendre ce projet concret. Le feront-ils? Oui, il faut mettre l'argent à la poche parce que finalement, la main à la poche pour financer, parce que c'est le moteur de développement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains qui sont déjà lancés dans la fibre optique, dans le numérique. Il y a aussi, on voit bien les pays européens, les autres. Demain, il faudra avoir Internet, il faudra avoir la fibre optique parce que la formation va changer. L'éducation aujourd'hui qui est octroyée aux enfants pourra changer. Le système de santé pourra être interconnecté, les centres de santé, les hôpitaux, même les dossiers de justice et les dossiers de l'administration. On pourra tout faire de chez soi. Donc il faut que beaucoup de pays de l'Afrique, surtout l'Afrique centrale, ne soient pas en retard. Oui, Daouda, c'est vrai que l'Afrique centrale est quand même en retard comparé à l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, même l'Afrique de l'Ouest, en termes de connectivité et de numérisation. Oui, et puis je pense qu'il faut saluer cette initiative pourvu que ça aille jusqu'à son terme, pourvu que la mise en œuvre soit effective et efficace. Mais comme l'a rappelé Gratien, je pense que moi, la fibre optique, c'est quelque chose d'intéressant. Internet, aujourd'hui, c'est comme l'électricité. Si vous êtes un tailleur, un menuisier, une petite et moyenne entreprise, vous n'avez pas l'électricité, vous ne pouvez pas travailler. Il y a certains entrepreneurs, aujourd'hui, ont un besoin vital d'avoir un débit rapide, fiable et qui ne coupe pas. Et je pense que l'avenir de l'Afrique dépend de la capacité des petites et moyennes entreprises, voire des très petites entreprises à se développer. Celles-ci ont besoin d'une connexion de la fibre optique. Je pense que c'est une bonne chose, mais à juger en fonction de la mise en œuvre qui en est faite. Oui, Monsieur Fofana, un pays connecté, ça contribue plus qu'on ne le croit au développement économique. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte du gain de productivité que cela confère aux unités, qu'elles soient des petites et moyennes entreprises ou des grosses unités industrielles. Je parlais tantôt de l'agriculture. En fait, l'Internet est partout aujourd'hui. Ce n'est plus du luxe, c'est une nécessité. Ça amène des gains de productivité, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, de tous les secteurs de la vie quotidienne sont imprégnés de l'apport de l'informatique aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous en passer. Et donc c'est une bonne chose, ce financement. 30 milliards de francs CFA de financement, c'est très bien. Je trouve même qu'ils ont pris un certain retard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. C'est bien. Merci, Monsieur Fofana, pour vos analyses. C'est moi. Merci beaucoup. Merci à vous également, Daouda. Merci, Amira. Un plaisir renouvelé et bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous, Gratien, d'avoir participé à cette émission. Merci, Amira. Bonsoir à tous. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Pour autant, l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission cette semaine consacrée à la Guinée. Merci de votre fidélité et à demain.